il y a des droits individuels qui sont censés les régir. Donc, si les gens ici sont bretons, ils ont le droit de se sentir bretons s'ils veulent. Mais c'est des citoyens comme français comme tous les autres, puis ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, etc. Tandis que dans une fédération multinationale, ben, évidemment, il y a des droits individuels. Je pense par exemple, même chez nous, ben, il y a une charte des droits et libertés au Canada. Mais il y en a même une au Québec, qui est même plus ancienne que celle du Canada. Donc, on a des droits individuels, mais on a des droits collectifs aussi. Donc, la notion d'égalité, elle est vue dans un autre prisme. Donc, c'est pas l'égalité de traitement qui est profondément inégalitaire en soi, qui est une fausse égalité, mais c'est une égalité des résultats. C'est un traitement des gens en fonction de leurs différences, mais un traitement comme en tant qu'égaux. Donc, ça, c'est important. Donc, moi, je ris dans ma barbe quand ici, c'est toujours liberté, fraternité, égalité. Bon. Et puis, moi, je me dis, franchement, c'est de la foutaise. Franchement, c'en est ridicule. Mais parce que ça crève les yeux à quel point c'est faux. C'est la ferme des animaux de George Orwell. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Bref. Donc, c'est hautement problématique dans une fédération. Donc, si jamais la France arrive à se fédéraliser, ou il y a des forces sociales assez puissantes pour que ça arrive, il y a des cas, il y a des choses franchement à éviter. C'est pas, l'Allemagne et puis les États-Unis, on aura le temps d'en reparler, c'est peut-être pas les modèles à suivre. En tout cas, pas pour une société fédérale aussi hétérogène, aussi développée que la France historiquement. Donc, je voudrais dire aussi que, en fait, ouais, pour terminer la diapo aussi, je dirais que, en passant au politologue Alain G. Gagnon à Montréal, lui qui va présenter la Fédération multinationale sur laquelle il écrit beaucoup, comme une communauté de communautés. Donc là, je sais, communautarisme, c'est mauvais, mais pensez-y, la plus grande des communautés en France, c'est quoi? C'est la nation française. Donc les communautés, si c'est mal, ben la nation française, c'est donc très mal. On peut passer à la dernière diapo. En fait, bon, le fédéralisme, c'est pas la panacée. Il va toujours. Moi, à mes yeux, je pense que c'est probablement la meilleure façon de gérer la diversité dans un monde aussi complexe que le nôtre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pays qui ont mérité leur indépendance puis qui vont la mériter dans le futur. Mais il y a des cas où c'est vraiment assez complexe, où l'État unitaire, c'est une aberration historique, c'est passager, ça devrait plus exister. Sauf pour les tout petits États qui sont très homogènes. Donc, je voudrais pas parler en tant que tel des défauts du fédéralisme, parce que c'est sûr qu'il y en a, mais j'aimerais plutôt dire les insuffisances. Parce que je pense que c'est un modèle qu'on peut toujours améliorer, en s'adaptant bien entendu au contexte. Donc, j'avais noté, en fait, trois insuffisances qui vaut peut-être la peine qui vaut la peine de nommer. En fait, premièrement, je disais une fédération, mais ça peut être des arrangements fédéraux dans la liste que j'ai nommée. Donc, les arrangements fédéraux vont pas nécessairement empêcher, du point de vue linguistique, entre autres, le groupe dominant de la fédération de diffuser sa langue, ses valeurs, son histoire dans les États fédérés. Je pense particulièrement au politologue français Jean Laponce, qui travaille beaucoup sur le régime linguistique. Les États fédérés, le bilinguisme à sens unique. Lui pensait par exemple à l'URSS, qui était une fédération, puis à son État, l'État qui l'a suivi, en fait, la Fédération de Russie, où est-ce que il n'y avait pas de problème à ce que le russe devienne deuxième langue de pleine république, mais jamais aucune de ces langues-là ne devait pénétrer le territoire de la Russie, de la République socialiste de Russie, ou maintenant le cœur ethnique de la Russie. Donc, il faut faire attention. C'est évidemment possible d'éviter ce piège-là, mais il faut que ça soit écrit de jure, puis il faut qu'on règle. Ça dépend du régime linguistique. Mais évidemment, je parle pas juste de la langue, mais des valeurs. Moi, je pense encore, je retourne chez moi, un ministère pour lequel j'ai travaillé, Parc Canada, les parcs nationaux, donc, qui ont été mentionnés dans d'autres contextes aujourd'hui, et puis qui ont les mêmes caractéristiques d'ailleurs au Canada, vider les parcs, puis vider les gens qui sont dedans pour montrer que ces parcs-là, en fait, ils sont à humains.
C'est que quand on va, dans les parcs nationaux, déjà national au Canada, ça sera un problème. Ben, ça fait référence à une nation parce que sur les panneaux d'interprétation, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'héritage britannique. Et puis présenté sous sa meilleure lumière. Et puis on relativise beaucoup de choses. Tous les trucs qui sont conflictuels, soit avec les francophones du Québec ou du Canada en fait, ailleurs, ou soit avec les nations autochtones, c'est évacué de l'histoire. Donc c'est du nationalisme institutionnalisé, donc les valeurs britanniques, l'ancêtre britannique. Deuxièmement, encore le cas du Canada, que je pourrais citer comme exemple, le fédéralisme ne sera pas nécessairement dépendamment souvent des rapports de force des minorités, au bénéfice de tout le monde. Au moment où il y a eu des discussions constitutionnelles dans la ville de Québec pour fédéraliser, pour unifier dans une fédération les colonies britanniques au nord des États-Unis, il y a eu, en fait, les Québécois, ceux qui allaient devenir les Québécois, mais qui se disaient les Canadiens français à l'époque, ou même les Canadiens tout court, parce que les anglophones, les Canadiens anglais se voyaient pas à l'époque comme des Canadiens anglais, mais comme les Anglais, donc juste des citoyens britanniques, de l'Empire britannique. Donc les Canadiens français voulaient une confédération, les Britanniques voulaient un État unitaire, donc on a fait un compromis. Mais ce compromis-là était possible du fait du pouvoir, la masse démographique des francophones qui est environ 40%. Donc ça a pu se produire, mais malheureusement, puis surtout dans le régime colonialiste dans lequel on était, et on est toujours d'ailleurs, les peuples autochtones n'ont pas pu arriver à faire ces accords-là. On avait promis une province aux Métis, dans le peuple métis, pas au sens ethnique, là, mais le peuple métis, au sens politique, le peuple métis dans les prairies canadiennes était censé avoir sa propre province, qui aurait été autour du Manitoba. Et puis, le Canada n'a pas respecté sa promesse. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus il y a des accords de décentralisation à la pièce, ad hoc, qui sont faits entre les trois échelons. Le Canada, les provinces concernées, et puis certaines communautés, nations autochtones, comme par exemple les cris de la baie James au Québec ou les Nisga'a en Colombie-Britannique, qui ont réussi à se négocier des accords, mais généralement en cédant leurs droits ancestraux, leurs titres aborigènes qu'on appelle en sens politique, pour toujours, en échange d'une parcelle du territoire qu'ils revendiquent historiquement. Donc, c'est un exemple pour illustrer que des fois, en fait, dans la fédération parfaite, tous les groupes, mais je pense à, mettons, dans la France fédéralisée, tous les groupes, les principaux groupes qu'on a toujours en tête, les Bretons, les Catalans, les Basques, les Flamands, les Alsaciens, les Occitans, auraient tous leur part du gâteau. Après, c'est à eux de voir à l'interne comment ils s'organisent, comme si, par exemple, Robert Laffont, à l'époque, voyait l'Occitanie en 3 morceaux, ou si c'est un morceau, ou si c'est 10 morceaux, moi, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, dernière chose que je voulais mentionner avant de conclure, une remarque qui venait du politologue allemand-catalan, parce que famille catalane, Peter Krauss, à l'université d'Augsbourg, qui lui, lui voyait un piège à minorité en regardant vers l'Espagne, dans l'autonomie territoriale, donc dans le fédéralisme, au sens, puis on revient un peu à ce que j'ai soulevé avant, au sens où, comme c'est le cas en Espagne, au sens où on concède de l'autonomie. C'est toujours dans un rapport de force, il ne faut pas l'oublier. Hein. On concède, on est prêt à conseiller parce qu'on est un peu contraint. On est prêt à concéder des pouvoirs à un peuple, à une nation interne, en échange d'une loyauté absolue. Mais la loyauté, elle est à sens unique, comme le bilinguisme à sens unique que je mentionnais avant. C'est, par exemple, on exige des Basques, des Catalans, des Valenciens, des Baléares, des Galiciens, des Navarrais, on leur exige une loyauté absolue envers Madrid, envers le nationalisme espagnol, entre parenthèses peut-être la nation castillane. Je sais que c'est pas populaire de parler de ça là-bas, mais des fois, il faut les appeler par leur nom, parce que leurs valeurs sont partout, de toute façon. Ils sont même dans la Constitution. Mais on ne va jamais demander aux autres régions, donc les 11 autres communautés autonomes, une certaine loyauté, une solidarité envers
envers les autres régions, les régions d'autres parlers, d'autres traditions. Donc ça, c'est ce que Peter Krause appelait le piège à majorité. Donc s'il y a une loyauté, il faut qu'il y ait faut que ce soit, voyons, faut qu'il y ait une réciprocité des engagements de loyauté. Ça va dans les deux sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la loyauté fédérale. Voilà, merci.